Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous prendrons le large pour suivre le coup d'envoi de la Primo Cup, une 37e édition, vous le verrez, assez particulière en raison du contexte actuel. Puis nous ferons plus ample connaissance avec Ibrahima Fall Faye, l'international sénégalais et la dernière recrue de l'AS Monaco Basket. Avec lui, nous aborderons son arrivée en principauté et ses ambitions avec la Roca Team. Comment se porte le marché de l'art? C'est la question que nous avons posée à Franck Baye, le président de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Il sera notre invité en deuxième partie de JT. Et enfin, coup de projecteur ce soir sur les missions de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Un focus info à retrouver en fin d'édition. Mais avant cela, je vous le disais en titre, nous vous emmenons en mer pour débuter ce journal avec le coup d'envoi de la Primo Cup, cette 37e édition. Et vous vous en doutez, un peu particulière, mais les organisateurs ont tenu à ce qu'elle ait lieu. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla sur des images d'Olivier Bonello. Vendredi matin, les navigateurs se préparent du côté du Yacht Club. Ils le savent, cette édition, créée en 1985, sera bien particulière. La Primo Cup 2021 est maintenue, mais elle est réservée exclusivement aux membres régatiers présents en principauté et se dispute uniquement dans les eaux territoriales monégasques. Cette année, elle est vraiment très différente et tout le monde vit une situation très différente cette année, donc la voile aussi. Néanmoins, pour nous, il est important de tenir le lien entre les membres, de garder une certaine activité, d'autant plus qu'on prépare quand même un championnat du monde normalement, que l'on aurait dû faire cette année en 2021 et qu'on a reporté en 2022, de J70. Donc là, il n'y a que des membres du club et du haut niveau. Et puis en plus, je pense que c'est important de garder, aussi pour les jeunes, c'est important de garder une activité, de garder des habitudes, de garder du lien social. Dans un club, c'est vraiment très important. Seules 2 classes sont en lice, 20 bateaux dans la catégorie J70 et 7 Esmeralda 888. Parmi les compétiteurs, le plus jeune skipper, Matteo Ascher, 13 ans seulement. Pour moi, c'est très important comme on teste un nouveau support, on est en équipage. Et pour moi, être skipper sur un bateau comme ça, c'est nouveau parce que j'ai l'habitude d'être tout seul sur mon optimiste. Là, c'est un J70, on est un peu plus dessus. Et du coup, on doit travailler la communication, c'est un peu plus compliqué, mais c'est très bien pour apprendre. Et vous êtes préparé concrètement pour cette compétition? On a fait quelques jours d'entraînement auparavant, quelques étapes des Winter Series avant. On n'est peut-être pas au même niveau que les meilleurs, mais on peut aller essayer de jouer des top 10. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons, comme le chante Renaud. C'est ce qui s'est produit aux alentours de 12h30 ce vendredi, où le coup d'envoi a été donné, encore une fois dans les eaux territoriales monégasques. Le résultat de la Primo Cup, qui constituait également le dernier acte des Monaco Sport Boat Winter Series, ne sera pas pris en compte pour le classement final de la saison 2021, dans une volonté d'équité vis-à-vis des équipages internationaux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette Primo Cup, une remise des prix est prévue au Yacht Club dimanche en fin d'après-midi. De retour sur Terre, on reste dans le sport avec du basket et le retour de la Jeep Elite à Gaston-Médecin. Samedi, les hommes de Mitrovic reçoivent Pau. La Roca Team a officialisé en fin de semaine dernière l'arrivée de 2 nouvelles recrues, dont celle de Ibrahima Fall Faye. Un lion débarque sur le rocher avec beaucoup d'ambition et il est avec nous ce soir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Émilie. Bienvenue à Monaco. Merci. Et pourquoi ce choix du coup, ce choix de venir en principauté? Monaco, déjà c'est une grande équipe. Et quand ils ont parlé avec mon agent et tout, je me suis dit, waouh, pourquoi pas? J'étais trop content de partir à Monaco, jouer dans une équipe comme ça, l'organisation et tout, les staffs. Les gens, ils sont gentils ici. Les supporters aussi, ils vont au fond. Du coup, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit, OK, vas-y, on fait ça. Et vous êtes arrivé ici, sur le rocher? Ouais, maintenant là, je suis là, au Roca Team. Et est-ce que la présence de joueurs que vous connaissez bien, même très bien à Monaco, a motivé votre choix? Là, je fais référence à Mathias Le Sort, avec qui vous avez été formé à Chalon. Oui, Mathias, Mathias c'est mon gars. On n'a pas parlé de ça, mais après, on a parlé des messages et tout. Et Abdoulaye Ndoye aussi, c'est mon gars parce qu'on a le même agent. Mais Mathias, j'étais avec lui quand j'étais à Chalon, quand j'avais 17 ans et tout. Et lui, il était là-bas. Mathias, c'est mon gars. Du coup, j'ai dit, OK, rejoins-nous. Mathias, j'ai déjà joué contre lui il y a 2 mois. Et jouer avec Mathias dans la même équipe, ça fait plaisir.
Et d'après vous, quel est l'élément qui a fait que Monaco ait porté un intérêt sur vous? Est-ce que, justement, vous en parlez, ce sont vos belles prestations face à la Roca Team avec Anvers en Eurocup qui les ont décidées? En fait, le coach, il me connaissait quand j'étais à Chalon, quand j'étais en espoir. Quand j'avais 17 ans, ouais, Ça date, 17 ans, alors. 18 ans, ouais, quand j'étais en espoir, parce que quand les pros ils jouaient contre les pros de Chalon, il y avait les espoirs qui jouaient avant. Et du coup, il était au match, il m'a vu, après il a parlé avec Amarassi, il y avait Amarassi ici. Amarassi, il m'a venu, il m'a posé des questions, qui ton agent et tout. Après notre match, quand je suis revenu ici en Eurocup, après j'ai parlé avec le coach, on a discuté de ça. Après, c'était comme ça. 2 mois après, mon agent il m'a appelé, il me dit que ouais, Monaco, il te veut, qu'est-ce que tu en penses? Je dis bien sûr, je veux bien voir avec le coach, travailler avec lui. On dit pas non à Monaco, Ibra. Non, c'est trop difficile de dire non quand même. Est-ce que vous êtes prêt physiquement, prêt pour jouer demain justement en Jeep Elite? Moi, je suis né prêt. Après demain, je suis prêt à jouer. Je suis là pour jouer. Je ne suis pas là pour dormir ou attendre des matchs. Je suis là pour jouer, du coup, je vais jouer. Et à quel type de rencontre vous vous attendez? Tous les matchs, on ne va pas être facile parce que déjà, Monaco, c'est le premier du championnat. Toutes les équipes veulent le battre. Du coup, ça va être difficile, tous les matchs. Mais on est là, on sera prêt. On a fait hier un bon entraînement. Et après, ça reste aujourd'hui et demain, on va voir. Et on va les battre comme d'habitude. Selon vous, Ibra, quel est votre principal adversaire cette saison en Jeep Elite pour prétendre au titre? Parce que c'est l'objectif de la Roca Team cette année. Pour moi, tous les matchs sont importants. Toutes les équipes aussi sont importantes. Parce qu'ici, on est en Jeep Elite. Mais notre principal adversaire, je pense que c'est Asvel. Mais toutes les équipes c'est important. Et quel regard portez-vous sur la Jeep Elite? Parce que vous avez fait vos débuts, certes, en Pro B, mais c'est principalement en Belgique où vous avez évolué. Ouais, en Jeep Elite, le championnat, c'est plus dur, plus physique. Et les gens, ils courent beaucoup. Et ça aussi, c'est mon jeu. J'aime beaucoup courir, jouer dur. Je ne sais pas que je vais avoir des problèmes ici, non, parce que c'est mon jeu et j'aime bien aussi ça. C'est un championnat qui est fait pour vous, en fait. Ouais, on peut dire. Ibra, vous avez assisté mardi à la rencontre face à Nanterre en Eurocup et la qualification de la Roca Team pour l'écart. Qu'en avez-vous pensé? Ils ont joué un bon basket, ils ont gagné. Le match, c'était pas facile. C'était dur du début à la fin. Mais après, ils ont gagné. Roca Team, on connaît, c'est une grosse équipe. Et Nanterre aussi, pareil. Et j'étais pas là, j'étais derrière le banc en train de supporter et tout. C'est un regret de ne pas pouvoir participer à l'Eurocup avec Monaco cette année? Oui, bien sûr. De ne pas jouer, on n'est pas fait pour ça. On veut jouer tous les matchs. Et Monaco a l'opportunité d'aller loin cette saison? Bien sûr. On mettra une pièce alors dessus, avec le titre de champion de France. Ah oui. Merci beaucoup, Ibra, d'avoir été avec nous ce soir et bon match demain. Merci, Émilie. Et avis aux supporters de la Roca Team, la LNB vient de lancer son application LNB TV pour suivre tous les matchs de la Jeep Elite sur votre smartphone ou votre tablette, dont Monaco Pau, demain à 17 h. On rejoint Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric. On commence par la réaction du gouvernement princier suite à l'annonce de la clôture du plan social de la SBM évoqué hier par Jean-Luc Biamonti sur notre chaîne. Bonsoir Émilie. Oui, le gouvernement a suivi avec la plus grande attention les négociations entre la direction de la SBM et les syndicats depuis plusieurs mois et se félicite qu'elles aient abouti avec succès. Il remercie toutes les parties prenantes et salue l'état d'esprit dans lequel les discussions se sont déroulées, ce qui a en effet permis de trouver des solutions les plus adaptées aux situations individuelles des employés de la SBM concernés par le plan social, en privilégiant de manière quasi exclusive les départs volontaires. Ce rappel à présent à destination des résidents monégasques qui rentrent de vacances. Toutes les personnes qui reviennent d'un séjour à l'étranger doivent présenter obligatoirement un test PCR négatif de moins de 72 heures au moment de leur retour à Monaco. La direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a également envoyé une lettre afin d'inviter les parents d'élèves à faire tester leurs enfants ainsi que les membres du foyer avant la rentrée scolaire lundi 8 mars. Et puis les contrôles seront renforcés en frontière ce week-end, Frédéric. Oui, compte tenu de la décision prise dans le département voisin avec le confinement partiel ce week-end, les contrôles aux postes frontières terrestres ainsi qu'à la gare et à l'héliport seront renforcés samedi et dimanche.
Le week-end dernier, 70 agents en tenue de la sûreté publique avaient procédé à des contrôles afin de faire respecter les mesures en vigueur en principauté et ce dispositif est donc reconduit pour ce week-end. On termine par cette tête du gouvernement princier dans le cadre du plan de relance en principauté. Si vous désirez changer vos fenêtres, vous pouvez bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 400 € et 40% du montant TTC des travaux par fenêtre. Sachez également qu'un bonus de 5% d'aide est accordé si les travaux sont réalisés par une entreprise monégasque. Merci Frédéric. Régulièrement sur Monaco Info, nous recueillons votre témoignage. Nous avons reçu des restaurateurs, des gérants de sociétés ou de jeunes entrepreneurs qui nous ont confié comment la crise a impacté leur activité. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au marché de l'art. Nous avons contacté le président de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Bonsoir Franck Baille. Bonsoir madame. Est-ce que c'est un secteur qui connaît la crise? On a vu, vous avez organisé plusieurs ventes aux enchères en décembre dernier. Est-ce qu'elles ont connu un large succès? Le marché de l'art actuellement est très actif, très vivant. Ça, c'est une constatation que nous avons pu faire. On n'avait pas beaucoup de visibilité, mais on s'est aperçu qu'il y avait une demande assez forte. Évidemment, le mode opératoire, on aura peut-être l'occasion d'en parler, a changé. Mais nous recevons ici du public à Monaco pour les expositions. Nous avons du public pendant les ventes. Donc c'est quand même un gros avantage que nous avons par rapport à nos confrères européens. Et évidemment, nous en sommes ravis, évidemment, et nous remercions les autorités monégasques pour cette simplicité dans notre activité. Alors, puisque vous l'évoquez, comment se passe une vente aux enchères post-Covid ? Le mode opératoire a changé, enfin c'est accentué vers les ventes en ligne, bien entendu. On est sur 4 plateformes, américaines, européennes, sur Draw aussi. Bon. Et donc les enchérisseurs ont adopté beaucoup plus largement ces derniers mois ce type d'enchères et d'achats. Ceci dit, les amateurs n'ont pas hésité non plus à se déplacer. On a eu des visites extérieures. Notre seul souci, nous, c'est de trouver évidemment les produits et les objets d'art qui sont susceptibles d'attirer tous ces amateurs. On va y revenir un petit peu plus tard, mais est-ce que les habitudes des enchérisseurs, des acquéreurs ont changé ? Notre cœur de métier, c'est d'avoir un public, c'est de recevoir des gens, c'est de leur parler, c'est de les inciter, de leur expliquer. Il est vrai que les enchérisseurs par Internet demandent énormément, et c'est un gros travail préalable, des photos de détail, des rapports de conditions, ce qui leur permet d'acheter à distance. Mais évidemment, rien ne remplace quand même le toucher, le fait de tenir un objet en main, ça c'est important. Et qu'est-ce qui plaît à ces acquéreurs, à ces enchérisseurs? C'est justement l'atmosphère en salle, le fait de pouvoir acquérir une pièce unique, une pièce rare? On est plutôt tourné, nous, ici à Monaco, vers les ventes de bijoux, les ventes de montres, les ventes de tableaux toutes époques. Effectivement, ça attire un public de plus en plus large. Et tout le monde donc peut se porter acquéreur, hein? Tout le monde peut se porter acquéreur, bien sûr. C'est une vente aux enchères publiques qui se fait sous l'autorité à Monaco d'un huissier de justice. Ce qui est un avantage aussi, puisque ça apporte une garantie, un procès-verbal, ce qui n'existe plus, par exemple, dans les pays limitrophes. Et d'où viennent principalement les lots que vous mettez aux enchères? 40 ans, vous savez, de petits cailloux, ça génère des relations avec des collectionneurs, des amateurs. Nous sommes identifiés depuis un certain nombre d'années. Nous avons été, pour ce qui est de mon associé Chantal Beauvois, pendant 20 ans, la collaboratrice de Jacques Tajan pour les bijoux, donc à Paris. Moi-même, je me suis occupé auprès de l'étude Tajan des tableaux modernes et impressionnistes. Donc tout ça nous donne évidemment j'allais dire, une antériorité qui facilite la perception des objets. Alors en avril prochain, vous allez organiser une vente intitulée « De César à César, de l'Antiquité au temps moderne ». Comment se prépare une vente aux enchères comme celle-ci? Elle est très importante, hein. Alors écoutez, nous avons la chance et j'allais dire, le privilège d'avoir eu la confiance d'une personnalité monégasque qui nous a confié pour, j'allais dire, le cœur de cette vente, un grand marbre de César qui sera vendu le 29 avril au Yacht Club. Et ça nous a donné l'idée, comme nous avons aussi régulièrement des ventes d'archéologie, de marier, si vous voulez, toutes les époques de sculpture. Et nous avons intitulé cette vente de César à César, parce que nous avons pour commencer un buste antique de César, et nous terminons par cette grande statue qui ornait le hall d'un immeuble emblématique de Monaco.
Et en combien de temps on constitue un catalogue comme celui-ci? Écoutez, minimum 3 mois, une fois que nous avons lancé le projet, que nous avons publié un petit peu partout dans les revues européennes. Nous avons des sculptures qui arrivent de tous les coins de l'Europe. Merci beaucoup Franck Baye d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous. On regardera de près cette vente aux enchères qui se déroulera donc fin avril au Yacht Club de Monaco. On vous attend. Le reste de l'actualité en principauté, c'est avec vous Frédéric Hélion. Le mini-golf du parc Princesse Antoinette est de nouveau accessible. Après plusieurs mois de fermeture, le mini-golf du parc Princesse Antoinette accueille à nouveau le public depuis le 24 février, les mercredis et samedis de 14h à 17h30, avec une dernière admission à 16h30 et uniquement sur réservation. Le port du masque est bien sûr obligatoire et le nombre de joueurs limité à 6 personnes. Je vous rappelle que la patinoire à ciel ouvert du Stade Nautique Régnier 3 ferme ses portes dimanche. La saison a été tronquée à cause du Covid, mais il vous reste encore un peu de temps pour profiter du patinage en séance publique. Et puis cette information communiquée par le diocèse de Monaco, Frédéric. Monseigneur David présidera en la cathédrale de Monaco jeudi 11 mars à 12h30 une messe pour les victimes de la Covid-19. Plusieurs pays d'Europe réunis dans le Conseil des conférences épiscopales européennes ont lancé ces messes pour le Carême. Après Malte le 9 mars, la Moldavie le 10. Cette messe aura donc lieu en principauté jeudi prochain. Merci Frédéric. Chantier, cadre de vie, déplacement au sein de Monaco sont des sujets que nous avons déjà abordés sur notre antenne. Des thématiques dont est chargée la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Mais comment fonctionne cette direction polyvalente et quelles sont ses missions? C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Alexandra Pani. Réfléchir aux problématiques actuelles de la ville, mais également aux défis qui se poseront demain. Derrière l'acronyme DPUM, 3 services qui ont pour mission de proposer des études sur l'aménagement du territoire, les déplacements, contribuent à définir un cadre à l'urbanisme et en contrôlent l'application. Dans les locaux situés dans le quartier de Fontvieille, une quarantaine de personnes évoluent sous la direction de Séverine Canis-Froidefond. Les postes habituels de l'administration côtoient ici des métiers beaucoup plus spécifiques à l'urbanisme, tels que les géomètres, les instructeurs de permis de construire, les programmistes ou encore les urbanistes. Ce qui est passionnant dans cette direction, c'est qu'on gère des temporalités différentes. Parce qu'on est à la fois sur du très court terme, de l'action, de l'opérationnel, et à la fois sur du long terme, de la réflexion, de l'anticipation. Alors sur du court terme, pour vous donner quelques exemples, la construction est un secteur très dynamique à Monaco, ça je ne vous l'apprends pas. Donc on instruit par exemple, là, sur 2020, on a instruit plus de 500 permis de construire. Et il faut savoir qu'un permis de construire, ça peut représenter le projet d'une vie pour la personne qui attend, qui a déposé son dossier. Donc il est très important qu'on puisse, nous, c'est un service, on est service public avant tout, et qu'on puisse essayer toujours de faire mieux par rapport au délai d'instruction, pour que la personne qui attend son autorisation de construire, c'est parfois un Graal en fait. Donc voilà, nous on essaye toujours d'avoir ce regard le plus bienveillant et le plus réactif possible. Donc on est parfois sur du très court terme, pareil pour le contrôle des chantiers. C'est de l'action, réaction, on est sur le terrain. Et on est aussi sur des temporalités totalement différentes. Les études prospectives, lorsqu'on projette le Monaco de demain, d'après-demain, on se projette à 5, 10, 15 ans, voire plus parfois. Donc là, on est dans l'anticipation, dans la réflexion, donc c'est vraiment 2 temporalités différentes. Sur le terrain, justement, les équipes veillent au bon déroulement des chantiers. Nous avons suivi le responsable du pôle urbanisme lors d'une tournée sur le boulevard d'Italie, où plusieurs chantiers sont actuellement en cours. Nous faisons une réunion avec des services techniques de l'administration, avec le corps des sapeurs-pompiers, la direction du travail, la direction d'aménagement urbain, pour analyser l'installation de chantier de ce chantier en particulier, pour réduire son impact sur le domaine public et voir ce qu'ils ont mis en place pour réduire les nuisances sonores. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on essaye d'avoir une vision macro du secteur afin d'analyser les autres chantiers qu'il y a à côté de celui-ci pour voir quelles sont les interférences qu'il peut y avoir entre les deux et pour essayer d'améliorer, autant faire se peut, l'impact du chantier. Travail d'équipe et de concertation avec différents services de l'État, comme ici avec les équipes de l'aménagement urbain. Prochainement, donc, va débuter le chantier de la boucle thalassothermique qui arrive depuis le boulevard du Larvoto et qui remonte jusqu'à l'avenue de l'Annonciade.
Et parallèlement, on aura le chantier Eden Azur qui va débuter, donc la maison qui est en face de nous. Et donc on a essayé de mutualiser les deux installations de chantier pour réduire l'impact au minimum pour les usagers. Notre objectif, c'est de concilier des impératifs qui peuvent être parfois un peu contradictoires, parce que bon, Monaco a besoin de se développer. Monaco ne peut pas rester figé, comme la plupart des villes. Hein. Et en même temps, donc ça crée tous ces chantiers que l'on voit. Hein. On a une trentaine de gros chantiers actuellement en principauté. Et en même temps, il faut pouvoir concilier ce besoin de développement avec le respect de la qualité de vie en principauté et le respect du voisinage. Des chantiers vérifiés jour et nuit. Comme Richard Maillard, 2 inspecteurs des travaux sont en charge de contrôler le bon respect de l'heure de fermeture des chantiers. Nous effectuons des contrôles horaires matin et soir afin de pouvoir faire respecter, de vérifier les horaires autorisés des ouvertures et de fermeture des chantiers. Une tournée qui débute un peu avant 20 h et qui réserve souvent quelques surprises. Donc qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, bon, là, ils auraient eu un souci sur la pompe, une pompe de renvoi béton. Donc apparemment, ils viendraient de terminer, mais j'essaie de voir le chef de chantier pour voir avec lui directement les informations complémentaires. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai fini mon bétonnage et là j'ai un petit souci au niveau pour laver mes tuyaux parce que j'ai des mauvais tuyaux. D'accord. Les têtes de chaque sont cassées, du coup ça prend plus de temps que prévu. On a aujourd'hui des contrôleurs des constructions, on en a 5. Et on a en complément 2 inspecteurs de chantier qui, eux, tournent en décalé et sur des horaires qui ne sont parfois pas administratifs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence très tôt le matin et qui finit l'après-midi, et ensuite l'autre prend le relais jusqu'au soir. Et ce travail est évidemment hyper important pour qu'on puisse être présent sur le terrain et puis détecter des choses qui ne vont pas, parce que bon, comme ça peut arriver, parfois il y a quelques dérapages, donc voilà, on est en surveillance, on est en alerte. On est aussi dans la pédagogie, on n'est pas forcément que dans la sanction, hein. Il y a un gros travail pédagogique, bien sûr, de fait. Vous les avez sûrement déjà croisés, accompagnés de leurs trépieds et de leur outil de mesure. Les géomètres passent au crible chaque recoin de la ville. Leur objectif, cartographier la principauté dans ses moindres détails. C'est un travail là aussi qui est souvent méconnu et qui est pourtant fort utile pour les services de l'administration et pas que, les architectes, les concessionnaires. On tient à jour ici à la direction toutes les informations du territoire. Et ce sont des données qui sont très importantes parce que lorsqu'un architecte, par exemple, travaille sur un projet, eh bien, on a mis en place un échange, un partenariat de gagnant-gagnant où on lui donne une partie du modèle numérique de terrain, ça s'appelle, hein, c'est le modèle 3D du territoire, et il peut travailler dessus. Et en contrepartie, lorsqu'il a fini son projet, il nous restitue son projet. Ce qui nous permet comme ça, à partir de toute cette information géographique, qui au départ ce sont des plans classiques, c'est à partir de ces plans qu'on a créé la maquette 3D de la principauté. Une maquette 3D qui a plusieurs vocations et qui permet aussi à la section mobilité de penser les aménagements les plus adéquats. Ici, tout est imaginé pour donner envie aux résidents et pendulaires d'utiliser d'autres modes de transport que leur voiture. Monabike que l'on connaît bien maintenant depuis son lancement en 2019, mais également les transports en commun, avec une recherche d'amélioration du service des bus notamment, et un passage prochain au tout décarbonisé, et une nouveauté qui arriverait d'ici cet été, une liaison maritime. Avec la métropole de Nice et la Chambre de commerce de Nice, nous avons étudié depuis déjà 2-3 ans un projet de navette maritime qui est en voie de concrétisation, parce qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé récemment et qui est donc en cours, avec donc les différents candidats intéressés pour exploiter cette navette maritime entre Nice. Donc elle sera entre le port de Nice et le port de Cap-d'Agde, mais qui est juste à côté de Monaco, donc qui desservira, on va dire, facilement le quartier de Fontvieille, qui est le principal pôle d'emploi de la principauté. Et c'est pour ça aussi qu'on a installé une station Monabac qui est juste derrière moi, avec donc la plus grande station de Monaco. La mobilité, c'est aussi favoriser le covoiturage pour réduire l'entrée en principauté des véhicules. La nouvelle application compte plus de 1000 inscrits et une centaine de covoitureurs chaque jour, malgré le télétravail. 3 pôles d'activité au service des citoyens pour améliorer leur cadre de vie, une direction aux multiples facettes qui contribuent à votre Monaco de demain. Voilà pour ce grand format consacré à la DPUM. Avant de refermer ce journal, coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour ce week-end, Frédéric ? Encore une journée où le soleil jouera à cache-cache avec les nuages, Émilie. De très belles éclaircies le matin, des passages nuageux plus denses l'après-midi,
Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h57 pour se coucher à 18h25. Samedi 6 mars, nous fêterons les Colettes. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT où nous recevrons notamment un ancien rouge et blanc qui a marqué l'histoire de l'AS Monaco. Jérôme Roten sera avec nous demain pour parler notamment du derby en Coupe de France. Nice-Monaco, on se quitte d'ailleurs en images avec des illustrations des précédents chocs de la Côte d'Azur, photo signée Michael Alési. À demain sur Monaco Info.